Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne et plus précisément de la place de la France, de la pertinence de la place de la France au sein de cette Union. L'histoire française de la construction européenne, à l'image de sa grande histoire, est jalonnée de disputes, discussions, manipulations, tromperies, escroqueries. Et ceux de Pierre Ménès France et le général de Gaulle, en passant par Jean Monnet, pour arriver jusqu'au TSCG de 2012, on va s'interroger plus généralement sur le glissement antidémocratique qu'a connu l'Union européenne au cours des 65 dernières années. Déjà, on va rappeler les fondements historiques de l'Union européenne. Le premier point qui me semble être à rappeler, c'est en 1950, quand le général de Gaulle et le Parlement français sont à l'initiative de négociations autour d'une communauté politique européenne. Déjà là, on a une idée derrière d'Europe de la défense, à terme permettre une armée unique en Europe, une sorte d'organisation qui permettrait une paix à long terme. À l'époque, on a vécu 3 guerres franco-allemandes successives, dont 2 qui se sont mondialisées et dont on connaît aujourd'hui les répercussions et les implications. Cette union, elle est négociée entre 6 pays. L'Italie, la France, le Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg, et la RFA, Allemagne de l'Ouest. Donc l'objectif final de cet accord, c'est à terme de permettre l'avènement d'institutions supranationales. Mais 4 ans plus tard, en 1954, c'est ce même Parlement français qui pourtant était à l'initiative de l'accord, qui le rejette. Le Parlement français s'inquiétait peut-être des conflits qui étaient en train de se généraliser en Asie, de la gestion géopolitique américaine, et plus généralement de l'unification militaire qui était en cours dans tout l'Occident. Mais la construction européenne, et donc la négociation de cet accord, elle prend source dans une institution mondiale. Alors ce que j'appelle une institution mondiale, c'est on crée un cadre juridique à la mondialisation juste en sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe ne peut pas faire défaut. Et c'est pourquoi, malgré l'échec de l'accord politique européen, on a une retentative en 1957, et c'est le traité de Lisbonne qui est signé, qui cette fois-ci a plus une vertu de marché commun que d'unification militaire. Que sera-t-il vendu au peuple pour justifier cette construction européenne toujours grandissante? Alors rappelons quand même que jusque les années 90, l'Europe n'a cessé de grossir, et qu'au sortir des années 90 et de la chute de l'URSS, tous les pays de l'Europe de l'Est sont tombés sous le giron de l'Union européenne. Alors il nous sera vendu en façade une double argumentation. D'un côté, le libre-échange et le doux commerce, qui maintenant ont bientôt 250 ans, et qui justifiait donc une union marchande par la pacification d'une autre manière de l'union. Rappelons quand même que l'échange est par nature un rapport de force, surtout dans le monde tel qu'il est institué actuellement, et que les guerres commerciales existent aussi bien que les guerres militaires, et sont parfois tout aussi dévastatrices. Le doux commerce, il ne sera pas seul dans cette bataille argumentative, comme on l'a dit. Le second argument, ce sera le besoin presque constitutif d'unifier les peuples européens, les civilisations européennes, pourtant si diverses et si variées, au sein d'une même démocratie. Alors, cette démocratie, la nuance est importante, elle sera instituée par les gouvernants, et jamais par les peuples. Pour citer l'exemple français, sur les 60 ans de la construction européenne, l'avis du peuple il a été consulté par 3 fois. Une fois en 1973, une seconde en 1992, et une dernière en 2005 avec le résultat qu'on lui connaît. Alors pourquoi donc quitter l'Union européenne? Parce que le monde a changé. Les politiques néolibérales anglo-saxonnes des années 80-90 ont tué le libéralisme orthodoxe qui n'était déjà pas exempt de tout reproche et qui était le vecteur de la création de l'Union européenne. Le néolibéralisme, lui, voulait tuer toutes les régulations encore existantes. La précarisation découle donc normalement de cette désorganisation organisée. Pour rappel, l'économie tourne sur 2 sphères parallèles. D'un côté, la sphère réelle, et de l'autre, la sphère monétaire. La sphère réelle, elle est représentée par la valeur des biens, donc soit la valeur travail, soit la valeur utilité, selon votre positionnement idéologique, donc soit l'utilité que vous en faites ou le travail qu'elle a nécessité. Donc c'est la valeur réelle du bien, la valeur intrinsèque, ce qu'il vaut réellement. Et de l'autre côté, vous avez la sphère monétaire, donc celle où sont échangés les flux financiers, qui sont des intermédiaires aux échanges de biens. Au lieu de faire du troc, vous avez des euros que vous allez échanger, ou des dollars ou des yens que vous allez échanger contre une marchandise. La sphère monétaire, en fait, c'est devenu le nouveau protectionnisme. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de mettre de barrières douanières entre pays, mais vous pouvez augmenter ou diminuer une devise pour favoriser ou défavoriser l'exportation, l'importation d'un produit. Donc un État, il a 2 leviers pour intervenir sur les marchés. D'un côté, le levier réel, donc en l'occurrence le budget, impôts, allocations, et de l'autre, il a une intervention monétaire, il a un levier monétaire, qui est donc l'inflation ou la déflation par le biais d'une banque centrale. Et c'est là que le problème il va vraiment commencer à se poser. L'Union européenne, en fait, elle a posé des cadenas dès 1957, avec le TFUE, et encore après, elle a continué par le biais de Maastricht, par le biais du TSCG 2012, qui donc il dictate, il limite les dettes, il limite la dépense de l'État, il interdit à l'État trop de redistribution. En soi, quand on s'intéresse un petit peu à la formation des accords européens, on se rend très vite compte que, comme on l'a dit en prémisse au tout début, que tout ça c'est supranational, donc ça a une vertu à être supérieur aux décisions étatiques.
sur pas mal de postes. Pour citer que quelques articles, on va prendre l'article 32 du TFUE, interdit le protectionnisme, l'article 63, interdit le contrôle des capitaux, l'article 120 et 121, qui oblige les États à appliquer les préconisations de la Commission européenne, article 123 du TFUE, qui interdit aux banques centrales nationales d'accorder des découverts aux entreprises ou aux ménages qui pourtant sont très souvent en demande d'une telle mesure qui leur permettrait de respirer un petit peu dans des situations de plus en plus compliquées. Pour imager un peu les implications qu'ont de tels traités, on pourrait s'intéresser aux travailleurs détachés, face auxquels la France ne peut rien faire, puisque c'est l'Union européenne qui propose ça. Pression à la baisse sur les salaires, hausse des profits, des dividendes, tout ça c'est la Commission européenne. Parce que la Commission européenne et ses 28 commissaires nommés, sous influence ou non, ils appliquent le néolibéralisme anglo-saxon des années 80 aveuglément. Pour en terminer avec les implications de ces traités, on va regarder la destruction des banques nationales qui a donc été initiée au profit de la BCE. On interdit maintenant aux États de se financer par le biais des banques centrales, donc, par exemple à taux zéro ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il faut nécessairement passer par le marché financier, par les banques privées. Donc les banques centrales prêtent dans un premier temps aux banques privées qui sont donc responsables de la création monétaire. Enfin, en dernière partie, on va s'intéresser aux perspectives d'avenir de l'Union européenne telle qu'elle est instituée actuellement. Donc on a bien vu qu'elle tendait toujours plus vers une dérégulation des marchés, vers une sortie de l'État de toutes les fonctions, même les plus régaliennes, même les plus traditionnelles. Déjà, il serait bon de rappeler qu'en 2004, c'est le traité pour une alliance au XXIe siècle qui est signé entre Gerhard Schröder et George Bush. Gerhard Schröder étant le chancelier allemand de l'époque et George Bush le président américain. L'objectif est d'adopter une harmonisation des politiques économiques entre le chef, entre guillemets, de l'Union européenne et le chef de l'Occident de l'autre côté. Tout ça sous couvert de problèmes sur le dossier irakien, à l'époque l'Allemagne et la France étant récalcitrants à intervenir en Irak aux côtés de leurs alliés américains. En 2011, c'est la BCE qui envoie, par la voix de Jean-Claude Trichet, une lettre au gouvernement de Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, pour lui rappeler qu'il est nécessaire d'appliquer des mesures d'austérité, des mesures de rigueur, et que les mesures appliquées par le gouvernement italien à l'époque ne sont pas suffisantes en vue de la crise subie 4 ans auparavant. Il s'agit là d'une application choquante, mais bien formelle, de la règle européenne, la règle des traités européens. Les négociations démocratiques européennes se font de manière générale dans le plus grand secret. On pourrait prendre en exemple le CETA qui a été signé et proposé aux parlementaires européens et qui a été négocié pendant plus de 10 ans dans le plus grand secret. Il est très compliqué d'obtenir des informations sur la Commission européenne, sur le Parlement européen et sur ce qui s'y passe, sur qui y reste, sur qui y passe. Il faut savoir qu'un lobbying carnassier est mené en sous-main. Certains articles recensent 20 000 lobbyistes qui se sont installés à Bruxelles depuis les débuts des négociations CETA-TAFTA. Comme à chaque grand mouvement de crise, certains se retournent vers les vieilles méthodes. Il faudra consommer plus, travailler plus, étendre les marchés, trouver de nouvelles débouchés, sans débat, sans réflexion. Sans doute qu'une autre méthode, comme changer le système productif, ne permettra pas de préserver le rentier, ne permettra pas de préserver le capital, le capitaliste. L'objectif serait donc de tendre vers de nouvelles ambitions, préserver les populations, les peuples, plutôt que le rentier, le capital. L'objectif serait peut-être dorénavant de recréer une société harmonieuse, homogène. L'objectif serait donc de retrouver au sein de cette Union européenne ce qui aurait pu être un projet noble et relativement intéressant. De reprendre ce qui a été l'Europe des nations, l'Europe des civilisations, toujours dans un but de préservation des démocraties, toujours avec une nation présente, et non pas dans un objectif uniquement fédéral et uniquement ordolibéral. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et j'aimerais que vous me partagiez vos impressions, éventuellement vos remarques, vos commentaires, vos opinions sur le sujet dans les commentaires.